Il y a 1000 ans, chaque être humain vivait ainsi. Aujourd'hui, il reste moins de 1200 personnes sur la planète qui chassent encore pour survivre comme leurs ancêtres le faisaient il y a 50 000 ans. Ils dorment sous des baobabs, se réveillent sans horloge, et chaque repas dépend d'une seule chose, tuer ou mourir de faim. Les Hadzabe de Tanzanie n'ont pas choisi de préserver des traditions, ils n'ont tout simplement jamais cessé de vivre de la manière originelle. Et dans les prochaines 24 heures, vous allez suivre ce que signifie exister ainsi. Si vous êtes passionné par les animaux sauvages et les vrais documentaires, ne quittez pas cette vidéo. Regardez jusqu'à la fin, abonnez-vous maintenant à la chaîne et commentez d'où vous nous regardez. La vallée du Rift coupe la Tanzanie comme une cicatrice géologique de 65 millions d'années. C'est ici, entre le lac Eyasi et les pentes du volcan Oldeani, que les Hadzabe maintiennent leur territoire. Une zone d'environ 1300 km² de savane, de forêts sèches et de terrains rocheux. Ici, il n'y a aucune clôture, aucune route goudronnée, aucun lampadaire, seulement de la terre, de la végétation, des animaux sauvages et des êtres humains qui refusent de domestiquer quoi que ce soit, y compris eux-mêmes. 3h40 du matin. Le campement dort encore. 8 cabanes temporaires faites de branches entrelacées et d'herbes sèches forment un demi-cercle irrégulier. Il n'y a pas de mur à proprement parler, seulement des structures qui offrent de l'ombre pendant la journée et une protection contre le vent la nuit. Une famille Hadzabe change de campement en moyenne toutes les 2 semaines. Construire une nouvelle demeure prend environ 2 heures. L'abandonner ne génère aucun sentiment de perte. Au centre du campement, les braises d'un feu émettent encore une faible lueur orangée. Le feu ne s'éteint jamais complètement. Quelqu'un se réveille toujours pendant la nuit pour ajouter des brindilles, non par rituel ou superstition, mais pour des raisons absolument pratiques. Le feu éloigne les prédateurs. Lions, hyènes et léopards rôdent sur ces terres. Un campement sans feu est une invitation. Goudo se réveille le premier. 34 ans, 1,68 m, environ 60 kilos. Maigre d'une manière que les citadins confondent avec de la dénutrition, mais qui représente la forme physique idéale pour celui qui marche 15 à 20 km par jour sous un soleil de 40 degrés. Chaque muscle de son corps existe pour une fonction spécifique. Il se lève du sol de terre où il a dormi enroulé dans une peau d'antilope. Il n'y a ni matelas ni oreiller. Les Hadzabe dorment directement sur la terre depuis leur naissance. Des études de l'université de Duke ont révélé qu'ils ont une qualité de sommeil supérieure à la moyenne des populations industrialisées, malgré des conditions que les Occidentaux considéreraient comme impossibles pour le repos. Goudo prend son arc. L'arme mesure environ 1,20 m de long, faite de bois de Comfolia, un arbre local connu pour sa flexibilité et sa résistance. Fabriquer un tel arc prend environ 3 jours de travail manuel. D'abord, la sélection de la bonne branche, qui doit avoir un diamètre uniforme et aucun nœud compromettant la structure. Ensuite, le grattage soigneux avec une lame de métal. L'un des rares articles que les Hadzabe obtiennent par échange avec les tribus voisines. Enfin, le traitement avec de la graisse animale pour l'imperméabilisation et l'installation de la corde, faite de tendons de girafe tressés. Tendons de girafe. Ce n'est pas un détail fortuit. Les Hadzabe ont découvert il y a des générations innombrables que les tendons du cou de la girafe, lorsqu'ils sont séchés et tressés, produisent la corde la plus résistante et élastique possible pour leurs arcs. Une seule girafe fournit suffisamment de matériel pour fabriquer des cordes qui durent des années. Chaque partie de l'animal a une destination. Rien n'est gaspillé. La peau devient une couverture pour dormir. Les os deviennent des outils. La graisse devient du combustible pour les torches. La viande nourrit le groupe pendant des jours. Les tendons deviennent de la corde d'arc. Les sabots, lorsqu'ils sont bouillis, produisent une colle naturelle utilisée pour fixer les pointes des flèches. Goudo transporte 12 flèches dans un carquois fait de peau de dik-dik, une petite antilope qui pèse au maximum 6 kg à l'âge adulte. Les flèches mesurent entre 60 et 80 cm et leurs pointes en métal sont enduites de venin d'arbre. C'est le secret létal de la chasse Hadzabe. Le venin provient de l'Adenium obesum, connu populairement sous le nom de rose du désert. La sève de cette plante contient des glycosides cardiaques assez puissants pour terrasser un buffle de 800 kg en quelques heures. L'écorce de la racine est bouillie jusqu'à former une pâte sombre et visqueuse
appliquée sur la pointe des flèches. Une flèche empoisonnée reste létale pendant plusieurs mois. 4h15 du matin. D'autres chasseurs commencent à s'éveiller. Manu a 22 ans et apprend encore les chemins les plus complexes de la chasse. Chez les Hadzabe, un homme commence à chasser de petits animaux, oiseaux, lapins, lézards, vers l'âge de 8 ans. À 12 ou 13 ans, il accompagne déjà les adultes lors de chasses mineures. Mais la permission de participer à la poursuite de grands animaux comme les girafes, les buffles et les zèbres ne vient qu'après 18 ans, quand le jeune homme a déjà démontré une maîtrise complète du pistage, de la patience et de la précision. Salehe est le plus âgé du groupe aujourd'hui. Une cinquantaine d'années, le visage marqué par des décennies d'exposition au soleil et au vent, une épaisse cicatrice qui va du sourcil gauche jusqu'à la racine des cheveux, souvenir d'une rencontre avec un léopard quand il avait 17 ans. Il a failli mourir ce jour-là. 3 de ses compagnons ont maintenu l'animal, pendant qu'un autre lui transperçait le cou avec une lance. Salehe porte cette cicatrice comme d'autres hommes portent des diplômes. 1. Preuve de survie. 5 heures du matin, le groupe de chasse est formé. 6 hommes au total, aucune femme. Chez les Hadzabe, la division du travail par sexe existe, mais elle ne fonctionne pas comme une structure rigide d'oppression. Les hommes chassent. Les femmes collectent des tubercules, des fruits et du miel. Les 2 activités sont également essentielles à la survie du groupe. Des études anthropologiques indiquent que la collecte féminine fournit environ 70% des calories consommées par la tribu au quotidien. La viande de chasse est importante, mais elle n'est pas la base alimentaire principale. C'est le supplément protéique qui complète le régime végétal. Pourtant, la chasse porte un poids symbolique et social immense. Un homme qui revient avec de la viande est célébré. Son habileté est reconnue. Son statut dans le groupe s'élève. Les meilleurs chasseurs ont plus de facilité à trouver des partenaires. C'est la sélection naturelle opérant en temps réel, visible, sans euphémisme. Les 6 hommes marchent en file indienne, dans un silence absolu. La communication pendant la chasse se fait à travers un système de signaux manuels développé au fil des générations. La main à plat vers le bas signifie « stop ». 2 doigts. Pointer signifier la direction. Le poing fermé signifie danger. L'index qui tourne signifie animal repéré. Ce vocabulaire gestuel permet une coordination parfaite, sans émettre aucun son qui alerterait les proies. Le soleil commence à se lever à 5h42. La savane se révèle peu à peu. Des graminées jaunâtres qui ondulent sous la brise matinale, des acacias espacés avec leurs cimes aplaties caractéristiques, des termitières qui atteignent 3 mètres de haut, ressemblant à des sculptures abstraites en argile. Et au loin, des taches sombres qui se déplacent lentement. Des animaux. Encore impossible d'identifier lesquels à cette distance. Salehe s'arrête, de marcher et s'accroupit. Ses yeux fixent le sol. Des empreintes. Pour un observateur non entraîné, ce ne serait que de la terre remuée. Pour Salehe, c'est une histoire complète, écrite sur le sol. 3 zèbres sont passés par ici, il y a environ 4 heures. 2 adultes et un petit, direction nord-ouest. Vitesse modérée, ils ne fuyaient rien. L'un d'eux boite légèrement de la patte arrière droite. La profondeur irrégulière des empreintes trahit le déséquilibre. Les Hadzabe parviennent à identifier plus de 60 espèces d'animaux, rien que par leurs empreintes. Ils arrivent à estimer depuis combien de temps l'animal est passé, s'il était en bonne santé ou blessé, s'il était seul ou en groupe, s'il était calme ou effrayé. Cette capacité n'est ni de la magie, ni un talent spécial. C'est le résultat d'une observation constante depuis l'enfance. Quand votre survie dépend de la lecture du sol, vous apprenez à lire le sol. 6h30 du matin. La décision est prise, le groupe va suivre les zèbres. Celui qui boite représente une opportunité. Les animaux blessés ou affaiblis sont toujours prioritaires car ils demandent moins d'énergie pour être abattus. Entre passer 6 heures à poursuivre un zèbre, en bonne santé ou 3 heures à poursuivre un zèbre boiteux, le choix est évident. Les Hadzabe ne chassent pas par sport ou pour l'émotion, ils chassent pour l'efficacité calorique. Chaque goutte de sueur dépensée dans la poursuite doit être compensée par la viande obtenue. La poursuite commence. Contrairement à ce que montrent les films, les chasses réelles impliquent rarement des courses dramatiques. La stratégie Hadzabe est basée sur la persistance,
Un zèbre atteint 70 km/h en pleine course. Un Hadzab entraîné court au maximum à 35 sur de courtes périodes. Mais les humains ont un avantage évolutif crucial, l'endurance. Alors que les zèbres doivent s'arrêter pour refroidir leur corps, ils ne transpirent pas comme nous et dépendent du halètement pour réguler leur température, les humains peuvent continuer à bouger indéfiniment sous le soleil. Nos glandes sudoripares nous permettent de dissiper la chaleur tout en maintenant une activité physique. Les Hadzabés ne courent pas après les zèbres. Ils marchent, un pas constant, un rythme soutenable, heure après heure. Quand les zèbres perçoivent la présence humaine et d'étale, les chasseurs n'accélèrent pas. Ils continuent simplement à marcher dans la direction où les animaux ont fui. Quelques minutes plus tard, ils retrouvent les zèbres, arrêtés pour se reposer. Les animaux détalent à nouveau. Les humains continuent de marcher. Ce cycle se répète indéfiniment jusqu'à ce que les animaux soient trop épuisés pour fuir. 7h45 du matin. Première pause pour l'eau. Chaque chasseur transporte un récipient fait d'intestins d'antilope, capable de stocker environ 1 litre d'eau. Pour un voyage qui peut durer 12 heures ou plus sous une température qui dépasse les 40 degrés, 1 litre semble absurdement peu. Les Hadzabés ont appris à économiser les fluides corporels de manière que les chercheurs étudient encore. Leur taux de transpiration est inférieur à la moyenne humaine, possiblement une adaptation développée au fil de milliers de générations vivant dans cet environnement spécifique. 8h20 du matin. La trace des zèbres traverse un territoire dangereux. Salehe arrête le groupe d'un geste brusque. Devant eux, partiellement cachés par la végétation basse, un ensemble d'empreintes différentes, plus grandes, plus profondes, avec des marques de griffes, des lions. Un groupe d'au moins 4 individus est passé par ici récemment, probablement dans la dernière heure. La proximité est alarmante. Les Hadzabés ne chassent pas les lions. Un lion mâle adulte pèse en moyenne 190 kg de muscles, de griffes et de dents. Sa morsure exerce une pression d'environ 450 kg par centimètre carré, assez pour écraser un crâne humain. Affronter un lion avec des arcs et des flèches est suicidaire. Mais éviter les lions complètement est aussi impossible. Les Hadzabés partagent leur territoire avec environ 2000 lions dans la région de l'écosystème Serengeti-Ngorongoro. La stratégie de survie est basée sur le comportement. Les lions attaquent les proies qui fuient, qui manifestent de la peur. Les Hadzabés ont appris que marcher vers un lion, en maintenant un contact visuel et une posture droite, fait souvent reculer l'animal. Les lions font des calculs instinctifs de risques et bénéfices. Un groupe d'humains qui avance sans peur représente une incertitude. L'incertitude signifie une possibilité de blessure. Dans l'économie brutale de la savane, les lions préfèrent éviter les confrontations qui ne garantissent pas une victoire absolue. Le groupe Hadzabé contourne la zone des empreintes de lions, non par une peur paralysante, mais par stratégie sensée. Dépenser de l'énergie dans une confrontation avec des prédateurs quand l'objectif est de chasser des zèbres serait un gaspillage tactique. Les chasseurs font un arc d'environ 400 mètres vers l'est, reprenant la trace des zèbres plus loin. 9h50 du matin. La chaleur commence à peser. Température approximative de 38 degrés et en hausse. L'ombre est rare. Les acacias offrent un certain soulagement, mais s'arrêter pour se reposer signifierait perdre la trace. Les zèbres souffrent aussi de la chaleur. Leurs corps accumulent une température qu'ils doivent dissiper. À chaque cycle de fuite et de repos, ils deviennent plus lents, plus vulnérables. 10h30 du matin. Contact visuel. À une distance d'environ 300 mètres, les 3 zèbres sont visibles. 2 adultes et le petit. L'un des adultes, celui qui boite, est visiblement essoufflé. Sa respiration est lourde, visible même à cette distance par le mouvement exagéré du flanc. Les chasseurs s'arrêtent. Maintenant commence la phase d'approche. S'approcher d'un zèbre à une distance de tir effectif, environ 20 à 30 mètres pour les arcs Hadzab, exige une patience surhumaine. Les chasseurs se séparent, formant un large demi-cercle. Chacun avance individuellement, utilisant toute couverture disponible. Buissons, termitières, dépression du terrain. Le mouvement est lent, quelques centimètres par minute. Tout geste brusque fera dévaler les zèbres à nouveau.
11h15 du matin. Gudo est en position. 23 mètres du zèbre boiteux. Il peut voir les détails de l'animal maintenant. Les rayures noires et blanches qui servent de camouflage contre les mouches tsé-tsé. Des études ont démontré que le motif confond la vision des insectes. La blessure sur la patte arrière droite, probablement causée par un prédateur il y a quelques jours. L'œil sombre et humide qui tourne occasionnellement vers Gudo, mais n'enregistre aucune menace. Il est immobile depuis si longtemps qu'il semble faire partie du paysage. Gudo lève son arc. Un mouvement doux, sans hâte. Il encoche la flèche empoisonnée. Il tire la corde jusqu'au coin de sa bouche. Il vise le flanc du zèbre, la région où se concentrent les organes vitaux. Le cœur d'un zèbre fait environ la taille d'un ballon de football et se situe juste derrière la patte avant. Un tir précis dans cette zone signifie une mort garantie, bien que non instantanée. Le venin a besoin de temps pour circuler dans le système sanguin. La flèche vole. Impact. Le zèbre sursaute, surpris par la douleur soudaine. Les deux autres détalent immédiatement. La blessure est correctement positionnée, quelques centimètres derrière la patte avant. La flèche a pénétré d'environ 15 centimètres, une profondeur suffisante pour garantir que le venin entre dans le flux sanguin. Maintenant commence l'attente. 11h40 du matin. La poursuite finale. Le zèbre touché court, mais sa vitesse est déjà compromise par sa patte boiteuse et le stress accumulé. Les chasseurs suivent à un rythme modéré. Il n'y a pas d'urgence. Le venin travaille silencieusement, détruisant les cellules cardiaques à chaque minute qui passe. Le zèbre va ralentir, il va chanceler, il va tomber. 12h30, l'animal tombe. À environ 3 km du point où il a été touché, le zèbre s'effondre. Ses pattes arrière cèdent en premier. Il tente de se relever, échoue. Ses yeux sont encore ouverts, mais son corps ne répond plus aux commandes du cerveau. Le venin a paralysé les muscles cardiaques. En quelques minutes, il sera mort. Les chasseurs s'approchent avec respect. Chez les Hadzabe, il n'y a pas de célébration bruyante après une mort. Il y a une reconnaissance silencieuse. L'animal a donné sa vie pour que les humains continuent de vivre. Ce n'est ni romancé, ni traité avec indifférence. C'est simplement accepté comme la réalité de l'existence. Les prédateurs tuent les proies nourrissent les prédateurs. Le cycle continue. Saleh commence la préparation du corps immédiatement. Un zèbre adulte pèse entre 350 et 400 kilos. Transporter ce poids entier jusqu'au campement, à environ 8 km de distance, serait impossible. Le processus de préparation sur le terrain consiste à diviser la carcasse en parties maniables et à écarter ce qui ne sera pas utilisé. D'abord, le retrait des viscères. L'estomac et les intestins sont ouverts et vidés. Le foie et le cœur sont séparés soigneusement. Ces organes sont considérés comme des mets délicats et seront consommés par les chasseurs, sur place crus, comme récompense immédiate pour l'effort. La tradition veut que celui qui a tiré la flèche fatale ait droit au cœur. Gudo mord dans le muscle encore chaud, le sang coulant sur son menton. Ce n'est pas une scène pour les estomacs fragiles des civilisations qui ont emballé la mort dans du plastique et du polystyrène. Le cuir est retiré en une seule pièce, un travail de précision que Saleh exécute avec un couteau en métal usé par des décennies d'utilisation. Chaque coupe suit des lignes spécifiques, préservant l'intégrité de la peau pour un usage futur. Un cuir de zèbre bien traité sert de tapis, de couverture pour la cabane ou d'objet d'échange avec d'autres tribus. Sa valeur est considérable. La viande est séparée en portions. Les morceaux arrière, plus volumineux, seront portés par 2 hommes chacun. Les morceaux avant sont plus petits et peuvent être transportés individuellement. Les os des pattes sont brisés pour extraire la moelle, de la graisse pure, riche en calories, qui sera consommée aujourd'hui même. Le crâne est abandonné sur place. Les sabots sont gardés pour la production de colle. Temps total de traitement, environ 2 heures. 14h45. Le groupe commence le voyage de retour. Chaque homme porte entre 20 et 30 kilos de viande, d'os et de cuir. Ajouté aux arcs, aux flèches et aux récipients d'eau, le poids total par personne dépasse les 40 kilos, et il reste encore 8 kilomètres à parcourir, sous un soleil de 42 degrés, sans sentier balisé, à travers un territoire où les prédateurs ont certainement déjà détecté l'odeur du sang frais. 16h30. L'odeur de la viande
attire une attention indésirable. À environ 600 mètres, une meute de hyènes tachetées observe les humains. 7 individus. Les hyènes sont des charognards opportunistes qui n'hésitent pas à affronter de petits groupes. Un groupe de 6 humains chargés de viande représente une tentation significative. Les Hadzabe n'accélèrent pas et ne montrent pas de nervosité. Maintenir le même rythme de marche, la même posture détendue, communique que les humains ne se considèrent pas comme des proies. Après 15 minutes d'accompagnement parallèle, les hyènes abandonnent. 17h50. Le soleil commence à descendre. Le groupe traverse une zone de forêt sèche plus dense qui offre une ombre bienvenue. Parmi les branches au-dessus, des mouvements rapides trahissent la présence de babouins. Une troupe d'environ 30 individus observe le passage des humains avec une curiosité prudente. Babouins et Hadzabe ont une relation complexe. Ils ne sont pas des ennemis naturels, mais ils sont en compétition pour certaines des mêmes ressources alimentaires, fruits, racines, œufs d'oiseaux. Des confrontations occasionnelles ont lieu, se terminant généralement par le recul des babouins après une démonstration de force humaine. 18h40. Repérage problématique. Des buffles. Un groupe d'environ 20 animaux paît dans une clairière à 300 mètres. Les buffles d'Afrique sont considérés comme l'un des animaux les plus dangereux du continent. Ils tuent plus d'humains par an en Afrique que les lions et les crocodiles réunis. Le groupe Hadzabe s'arrête pour évaluer la situation. Le chemin le plus direct passe par la clairière. La contournée ajouterait 2 kilomètres. Salehe observe les buffles pendant plusieurs minutes. S'il y a de jeunes mâles à la périphérie affichant un comportement agité, le risque augmente de manière exponentielle. Décision, contournée. 2 kilomètres supplémentaires sont préférables à risquer une rencontre avec des buffles emportant 40 kilos de viande. Les Hadzabe ont survécu 50 000 ans, non pas en étant courageux, mais en étant prudents. 19h30. Le campement est visible. Les feux ont déjà été allumés. De petits points de lumière orangée qui marquent chaque cabane. De loin, il est possible d'entendre des voix, des femmes discutant, tout en préparant les récoltes de la journée, des enfants jouant dans les dernières minutes avant l'obscurité complète. Le groupe de chasse émet un cri spécifique, une vocalisation qui annonce un retour réussi. Le campement répond par des exclamations d'approbation. L'arrivée des chasseurs est un moment de réunion. Hommes, femmes et enfants s'approchent pour voir la charge rapportée. Il n'y a pas de cérémonie formelle, mais il existe une reconnaissance sociale claire. Goudo, qui a tiré la flèche fatale, reçoit des compliments discrets, des tapes dans le dos, de brèves paroles d'approbation. Salehe, en tant que chef de l'expédition, distribue les portions de viande entre les familles présentes. La distribution suit des règles non écrites, mais universellement comprises. Chaque famille présente reçoit une part proportionnelle, peu importe qui a chassé. 20h15. La préparation du repas commence. Les femmes prennent le contrôle de la viande. Les méthodes de cuisson Hadzabe sont simples. Les petits morceaux sont piqués sur des bâtons et rôtis sur les flammes. Les morceaux, plus gros, sont placés sur des pierres chauffées, retournées occasionnellement. La cuisson désirée tend à être plutôt saignante. La viande conserve un maximum de jutosité. Il n'y a pas d'assaisonnement au sens occidental. Les Hadzabe n'utilisent ni sel, ni poivre, ni épices. La viande est consommée avec son goût naturel. Des études indiquent que la consommation excessive de sel et d'exhausteurs artificiels a émoussé les papilles gustatives des populations industrialisées. Les Hadzabe goûtent des saveurs subtiles que nous ne parvenons plus à percevoir. 21h. Le repas principal. Environ 40 personnes sont réunies autour de 3 feux, sans trop. Les enfants mangent en premier, non par règle formelle, mais parce qu'ils réclament plus fort et que les adultes préfèrent la tranquillité pour discuter. La viande de zèbre est mâchée lentement, chaque portion est exploitée au maximum. Les os sont brisés pour en sucer la moelle. Absolument rien n'est gaspillé. Ce qui n'est pas consommé ce soir sera fumé au-dessus du feu pour être conservé les jours suivants. Tout en mangeant, des histoires sont racontées. Salehe narre les événements de la journée pour ceux qui n'ont pas participé. La découverte des empreintes. La décision de suivre. Le contournement du territoire des lions.
l'approche patiente, le tir précis de Goudot, l'attente de l'effet du venin, la préparation de la carcasse, les hyènes qui les ont suivis, les buffles qu'ils ont évités. Chaque détail est inclus, non par vanité, mais pour sa fonction éducative. Les enfants présents absorbent des informations qu'ils appliqueront un jour lors de leur propre chasse. C'est l'université Hadzabe. Il n'y a pas d'école formelle, de manuels scolaires ou d'examens écrits. La connaissance est transmise oralement, génération après génération, dans des moments exactement comme celui-ci. Un enfant qui a grandi en écoutant des histoires de chasse sait identifier des empreintes avant de savoir lire, car il n'apprendra jamais à lire. Il sait préparer du venin avant de savoir compter, car il n'a jamais eu besoin de faire des comptes. Le programme Hadzabe inclut uniquement ce qui est essentiel pour survivre: pistage, chasse, collecte, fabrication d'outils, lecture du climat, géographie du territoire, comportement animal, plantes comestibles versus vénéneuses. 22h30. Musique. L'un des hommes les plus âgés a pris son instrument, une sorte de sitar improvisée faite d'une calebasse et de cordes en tendons. Le son est hypnotique, répétitif. D'autres hommes frappent dans leurs mains selon un rythme complexe. Quelques femmes chantent des mélodies qui ressemblent plus à une plainte qu'à une célébration. La musique Hadzabe n'est pas joyeuse au sens conventionnel. Elle est profonde, méditative. La danse se déroule sans chorégraphie planifiée. Les corps bougent autour du feu. Les ombres sont projetées sur les arbres. Le rituel n'a pas d'heure de fin. Il continuera jusqu'à ce que les gens soient fatigués. Le concept d'horaire ne s'applique tout simplement pas. 23h45. Goudot s'éloigne. Il marche jusqu'à la lisière du campement. Il s'allonge sur la peau d'antilope. Au-dessus de lui, le ciel explose d'étoiles. Sans pollution lumineuse dans un rayon de centaines de kilomètres, la Voie lactée est visible dans toute sa splendeur. Les Hadzabe ont donné aux constellations des noms qui ne coïncident pas avec les noms grecs ou arabes. Pour Goudot, le ciel étoilé inspire des calculs pratiques. La position de certaines étoiles indique l'époque de l'année. L'intensité de l'éclat lunaire affecte le mouvement des proies nocturnes. Le ciel est un instrument de survie avant d'être un objet de contemplation. Minuit. Le campement se tait. Les feux brûlent encore, entretenus par des veilleurs qui se relaient par tours irréguliers. Les sons nocturnes de la savane remplissent le vide laissé par les voix humaines. Des hyènes criant au loin, des chouettes chassant de petits rongeurs, le rugissement occasionnel d'un lion marquant son territoire, des sons qui, pour des oreilles urbaines, seraient terrifiants, mais qui, pour les Hadzabe, sont simplement la bande sonore normale de l'existence. 1h30 du matin. Alarme. Le veilleur détecte un mouvement à la périphérie, des yeux qui brillent en reflétant la lumière des flammes, des hyènes, probablement le même groupe qui a suivi les chasseurs plus tôt. 3 hommes se lèvent armés de torches. Ils marchent vers les yeux brillants, en criant et en agitant les flammes. Les hyènes reculent. Ce jeu se répète nuit après nuit. Les prédateurs testent les défenses. Les défenses répondent. L'équilibre est maintenu. 3h15 du matin. Nouveau réveil. Goudot ouvre les yeux. 14 heures se sont écoulées depuis qu'il a tué le zèbre. La viande qui restait est fumée. Mais le campement a 40 bouches à nourrir. La viande d'un zèbre ne dure pas une semaine. Aujourd'hui, il sera nécessaire de chasser à nouveau. Il se lève, prend son arc et commence à marcher. La routine se répète. Arrêter de chasser signifie arrêter de manger. Arrêter de manger signifie mourir. La simplicité de cette équation élimine toutes les complexités qui tourmentent les sociétés industrialisées. 5 heures du matin. Nouvelle aube. Le cycle de 24 heures s'achève et recommence immédiatement. Il en est ainsi depuis les 50 000 dernières années. Il en sera ainsi tant que les Hadzabe existeront. Les Hadzabe n'ont pas de mot pour merci. Quand quelqu'un rapporte de la viande au campement, personne ne le remercie, car partager n'est pas une gentillesse, c'est simplement ce que l'on fait. L'idée d'accumuler de la nourriture pendant qu'un autre meurt de faim n'a aucun sens dans leur logique. Chaque chasse nourrit le groupe entier. Chaque échec est absorbé par le groupe entier. Les scientifiques qui étudient les Hadzabe depuis des décennies ont découvert quelque chose de perturbant.
Ils travaillent en moyenne 4 à 6 heures par jour pour garantir nourriture, abri et tout ce dont ils ont besoin. Le reste du temps, ils se reposent, discutent, jouent avec les enfants, font de la musique. Ils n'ont pas de maladie cardiaque, ils n'ont pas de diabète, ils n'ont pas de dépression. Ils dorment profondément chaque nuit. Peut-être que l'observation la plus inconfortable que les Ahzab nous renvoient n'est pas sur le passé. Elle est sur le présent, sur ce que nous avons gagné et ce que nous avons perdu quand nous avons échangé la savane pour le bureau, l'arc pour la carte de crédit, la tribu pour l'appartement. Ils sont le miroir qui montre qui nous étions. Et parfois, les miroirs dérangent.